tous, merci d'être là pour ce meet-up Angular 2 qui est hébergé par Bizen. Merci à eux, merci pour les pizzas, pour les boissons. On est sauvés, on ne mourra pas de faim ce soir. Je me présente rapidement. Je m'appelle Antoine Viau, je suis développeur full stack freelance. Mes techs de prédilection, c'est essentiellement PHP Symfony 2 pour faire du back. Avec ce back-là, je fais beaucoup d'API REST. Et les API REST sont consommés par, évidemment, du JavaScript et du Angular de l'autre côté. Alors, ce soir, on va parler d'Angular 2 qui est en train d'arriver. Rapidement, j'ai parlé de l'historique et de l'approche qui a eu beaucoup d'influence sur le développement d'Angular 2. Ensuite, je vais vous parler de la base d'Angular 2 qui est le langage qui est utilisé et proposé par Google qui est TypeScript. On verra ensuite l'architecture avec les composants. On rentrera un peu plus dans le détail et le code avec la vue, le templating et le binding. On verra le nouveau modèle d'injection d'Angular 2 et on finira rapidement, puisque c'est un sujet très vaste, sur l'insynchronicité avec le nouveau système de Observables qui est issu de RX.js, la programmation réactive, fonctionnelle, etc. Et on finira avec les traditionnelles questions. Alors, Angular 2 qui est annoncé le 22 septembre 2014 à Paris. Et le moins qu'on puisse dire, ça a été un petit événement tragique, puisque les amis de Google sont arrivés et ils ont dit « Toi, développeur Angular, qui a souffert sur Angular 1, qui a appris Angular 1, qui est devenu un expert Angular 1, tout ce que tu as appris, tu peux le jeter à la poubelle désormais. » En substance, c'est vraiment ce qui s'est dit. Ils ont dit « Tous les concepts que tu avais jusqu'ici, ils disparaissent. Les contrôleurs, il n'y en a plus. Le scope, on n'a plus besoin. jQlite pour manipuler le DOM, game over. Les modules, ça n'existe plus non plus. » Et alors là où ils ont achevé absolument tout le monde, c'est de dire « Et vous savez quoi, Angular 2, c'est même plus du JavaScript, c'est de l'ATScript. » Truc totalement inconnu, langage créé par Google. Alors, ils auraient pu sortir par exemple du Dart, qui est un langage aussi made in Google, mais qui existe depuis un peu plus longtemps. Non, non, ATScript venu de nulle part. Donc c'est produit un magnifique cœur brisé que voici, avec nombre de développeurs qui ont hurlé à la mort. Il y a eu du troll, il y a eu des grincements de dents, plein de gens qui ont dit non, non, moi je ne touche pas à ça, qu'est-ce que c'est que cette horreur, etc. Ce qui fait que quelques mois plus tard, chez Google, ils ont fait « Ok, très bien, on va revoir ça tranquillement ». La première chose qu'ils ont dite, c'est pas parce qu'Angular 2 apparaît qu'Angular 1 s'arrête. Notamment, il ne s'arrête pas, mais il continue d'évoluer, et il évolue dans un sens de transition vers Angular 2. Alors, typiquement de ce côté-là, il y a eu dans la version 1.5 un gros apport qui s'appelle Point Component, qui est complètement dans la logique architecturale de Angular 2. Ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit « Ok, on a bien compris, ATScript, vous ne connaissez pas, personne ne connaît, il n'y a que chez nous que c'est connu. On va essayer de trouver quelque chose qui soit un peu plus accessible. » Donc, ils ont choisi TypeScript. TypeScript, c'est un langage développé par Microsoft, qui est open source, et qui donc est qui est déjà un peu plus connu et qui était déjà un peu plus utilisé. Et puis surtout, ils ont fait un rappel sur les promesses d'Angular 2, et elles sont nombreuses, parce qu'il ne s'agit pas juste de dire on fait une nouvelle version où on casse tout pour juste le plaisir de casser. Dans les promesses qu'ils ont faites, c'est d'abord Angular 2 repose sur les standards. Un des plus importants de ces standards, c'est les web components, comme on va le voir, les composants, etc. Ils ont aussi insisté sur la productivité, très importante. Elle est liée à TypeScript et à plein d'autres choses. Ils ont parlé de l'universalité. Il s'agit désormais de ne plus avoir juste un framework pour faire des applications web. On doit pouvoir utiliser Angular pour travailler côté serveur. On doit pouvoir utiliser Angular pour pouvoir travailler sur mobile. On doit pouvoir utiliser Angular aussi, par exemple, pour faire du mobile en natif. Il pousse le concept très très loin. Pour vous dire, en fait, il y a une phrase qui a été sortie par un des core contributeurs de Angular qui a dit « Angular 2 n'est pas un framework, c'est une plateforme ». Donc ça veut dire vraiment que là, ils visent très très large. Et puis enfin, un des points les plus importants parmi les promesses annoncées, c'est les perfs. Je ne sais pas, beaucoup d'entre vous font déjà du Angular 1 ici ou pas? Oui, voilà. Donc vous connaissez tous les problèmes de digest, de watcher, des perfs qui s'effondrent quand on se lâche un petit peu trop, quand on ne maîtrise pas bien ce qui se passe, quand il faut faire des pages trop complexes. Donc ça, ils l'ont bien compris. Et puis surtout, ils ont bien compris que la concurrence était arrivée. React, qui est adoré de tout le monde parce que ça va très très vite, parce que c'est agréable à utiliser. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on a bien compris, on va faire un Angular 2 extrêmement performant, avec un
quasiment objectif premier, pouvoir tourner de façon fluide et efficace sur les mobiles. On en revient toujours à ce côté universel. Alors, à la base d'Angular 2, il y a TypeScript. Et j'ai eu vraiment beaucoup de gens qui m'ont dit « Angular 2, ça ne marchera pas. Angular 2, je ne veux pas y toucher parce qu'il y a TypeScript. » Beaucoup de ces gens-là, en fait, mettaient de côté le fait que TypeScript, en fait, c'est une surcouche de S6, qui est lui-même une surcouche de S5. Le S5, c'est le JavaScript qu'on utilise dans nos navigateurs. Autrement dit, vous avez tout à fait le droit de travailler en Angular 2 avec de l'ES5, de l'ES6 ou du TypeScript. Maintenant, si vous voulez travailler en ES5, pourquoi pas? Si vous aimez souffrir, ça peut être sympa. Mais sur le principe, TypeScript n'est qu'une surcouche. Autrement dit, vous n'êtes pas contraint par le langage. Et donc, le fait que ce soit une surcouche, qu'est-ce que ça amène? Déjà, ça amène ce qu'on a dans ES6. Donc, sur l'ensemble, on obtient déjà beaucoup de productivité et de confort. Ça, je vais y revenir après. Déjà, à la base, on a les modules ES6. Donc là, c'est fini, il n'y a plus de Require.js, il n'y a plus de System.js, il n'y a plus de AMD, qu'est-ce que je choisis, comment ça marche, NPM, pas NPM, pardon, tout ce qui va le système de Require de Node, etc. Là, maintenant, on a les modules ES6 qui fonctionnent sur un principe assez simple, qui est d'import et d'export, et avec une granularité. On trouve les classes. Alors, vous le savez, JavaScript, c'est un modèle objet par prototype. Beaucoup de gens aussi ont mal réagi à ce genre d'annonce, parce que je pense que pour beaucoup d'entre eux, et moi y compris, c'était... j'ai quand même mis du temps à assimiler ce concept de modèle objet par prototype. Les classes, ça ne m'intéresse pas, c'est pas comme ça qu'on doit faire du JavaScript. Bon, on le sait, les classes, c'est un sucre syntaxique. Néanmoins, ça reste intéressant puisque ça va amener d'autres développeurs à venir à s'intéresser au langage, typiquement ceux qui viennent du PHP, ceux qui viennent du Java, etc., etc. Je ne vais pas vous mentir, Angular met vraiment de côté le modèle par prototype. Il est basé sur les classes. Un contrôleur, c'est une classe, typiquement. J'ai dit contrôleur, en fait, il n'y en a plus, mais un composant est une classe. J'ai encore des vieux réflexes Angular 1. Les décorateurs, ça c'est propre à TypeScript. Alors les décorateurs, c'est un peu, pour simplifier, c'est un peu les annotations qu'on a dans Java ou dans PHP. En réalité, ce n'est juste qu'une fonction qui est associée par introspection au code qui la suit. Donc, on écrit une fonction, juste après, on écrit par exemple une classe, et il y a un rattachement interne qui se fait par introspection. On va voir ensuite à quoi ça sert. Et enfin, TypeScript a amené le typage. Et alors là, c'est aussi un des arguments le plus entendu contre Angular 2 et TypeScript, c'est moi, je ne veux pas de typage. Je travaille en JavaScript, le typage, c'est une contrainte, le typage, c'est pas mon truc. Alors, première nouvelle, le typage dans TypeScript est optionnel. Encore une fois, c'est une surcouche, donc c'est une surcouche de S6, donc travailler sans typage, vous avez le droit. Donc il est optionnel, il est statique si on veut, autrement dit, je définis ma variable dans un type donné, number par exemple, elle sera number tout son cycle de vie, et si jamais on essaie de le changer typiquement par notre code, le compilateur TypeScript va le repérer, va nous signaler, va dire non, non, ça, tu n'as pas le droit de le faire. Mais on a toujours le droit d'utiliser un typage dynamique. Ils ont même un mot-clé spécial pour ça qui est any, c'est le type any. Ma variable peut être de n'importe quel type. On peut donc l'expliciter. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que décorateur, typage, ce sont des gros atouts pour faire comment dire, des outils de développement très orientés productivité. Le typage, quoi qu'on en dise, moi je viens du monde du typage, puisque je viens du C et aussi du Java, le typage, quoi qu'on en dise, c'est aussi une augmentation de la fiabilité logicielle, puisqu'on contrôle exactement nos données. Après, associé à ça, les IDE peuvent utiliser, les outils d'analyse de code peuvent utiliser, que ce soit du statique, du dynamique, etc. Donc vous avez beaucoup de possibilités à partir de là. Alors, un peu de concret, un bout de code en TypeScript, module avec import component from Angular 2 Core. Donc on voit c'est assez c'est granulaire, on peut choisir exactement ce qu'on importe depuis un module. On exporte quelque chose. Ici vous avez typiquement un décorateur. Donc là je fais un décorateur component et on voit en fait c'est bien une fonction. Et on lui passe un objet avec différents éléments qu'on va revoir un peu en détail par la suite. Et enfin, une classe qui est donc une classe de composants.
Donc c'est vraiment les quelques éléments un peu marquants du langage TypeScript. Alors bien sûr, il y a plein d'autres choses, je ne rentre pas dans les détails, hein. Le talk fait 20 minutes, donc je ne vais pas non plus aller plus loin que ça. Angular 2 et les composants. Alors, c'est un point très important, puisque toute l'architecture d'Angular 2 repose sur les composants. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un composant? En fait, un composant, c'est jamais qu'un pattern Angular 1 qui a été détecté. C'est exactement comme ça qu'ils le décrivent chez Google. Ils disent, voilà, on a vu que les gens travaillaient comme ça, voulaient travailler comme ça. Et ce pattern, c'est une directive avec une vue, un scope et un contrôleur. On prend tout ça, on en fait un beau paquet, et ça s'appelle un composant. Et une application Angular 2 est un arbre de composants. Votre application en elle-même est un composant. Donc là, par exemple, on a une application pour des talks. Vous avez l'application qui va contenir un composant filters. Elle va aussi contenir un composant talks qui lui-même contiendra plusieurs composants talk. Tout simplement. Donc, une application est un arbre que vous définissez par des composants. Alors, c'est bien joli, mais qu'est-ce que ça apporte de plus? Qu'est-ce qu'un composant nous offre en termes de qualité de développement? D'abord, une définition simplifiée. J'ai commencé un peu à travailler avec Angular 2 et comme on le verra, ils ont intégré, c'est pas obligatoire, mais ils ont intégré le template, donc le HTML, directement dans le code du composant. On se rend compte finalement que quand on commence à travailler en composant, on commence à être de plus en plus atomique et ces templates deviennent de plus en plus petits. De fait, c'est moins gênant. Et donc, en un seul source, on a tout ce qui concerne notre composant. On n'a plus de choses qui se baladent à droite, à gauche. Typiquement, on peut intégrer les styles dans le composant. On a une interaction avec l'autre du DOM. Alors, très important ici, Angular 2 a vocation à ne pas nous laisser jouer avec le DOM, nous-mêmes. Pas de query selector, pas de SQLite ou SQLite, pardon, de jQuery ou de JQLite. Angular 2 va nous fournir une API pour manipuler le DOM. L'idée derrière, on s'en doute, c'est outre une formalisation et un certain confort, l'idée est aussi de pouvoir gérer les performances. Là-dessus, ils ont fait un énorme travail, ils travaillent avec des web workers par exemple pour gérer tout le rendu séparément du thread principal. Il y a une notion de virtual DOM qui est en place, etc. etc. Donc l'idée, c'est de nous garantir des performances très élevées en termes de rendu. Cycle de vie, les hooks sur les life cycles, c'est-à-dire qu'à certains moments du cycle de vie d'un composant, on peut intervenir. C'est toujours pratique. Et enfin, un des points les plus importants à mon sens, input et outputs qui sont définis par Google comme étant une API en fait. Votre composant a une API. Typiquement, quand vous faites rentrer des données par binding, c'est de l'input. Quand vous avez des événements qui se produisent dans votre composant et qui vont se diffuser vers les autres composants, c'est de l'output, c'est une API. Alors concrètement, donc j'ai pas mis ici, mais là ce que vous voyez, c'est un composant, c'est le composant application. Hein. Imaginez vous avez app/app, et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a un composant qui s'appelle to-do list. Ce to-do list passe une variable, enfin reçoit plutôt, excusez-moi, reçoit une variable to-do, nommée to-do, qui s'appelle to-do. Là, vous avez la syntaxe du binding, crochet. Maintenant, on va aller voir le composant en lui-même. Donc, j'importe les composants de Angular 2. J'importe to-do, qui est un composant interne, on va voir ensuite pourquoi. Ensuite, je déclare mon composant avec le décorateur. Le sélecteur dit exactement comment il va s'appeler. Ça, c'est ce que je retrouve là. Je peux intégrer les styles directement. Alors, encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Hein. Je peux tout à fait mettre ça par une URL, ça marche très bien. Et le template, qui lui aussi peut être intégré par une URL, mais vous voyez, on peut l'intégrer directement. Ils ont cette notation qui est le backtick, qui permet d'écrire le code de cette façon-là, directement en multiligne. Et imaginez que quand les éditeurs, les IDE vont les gérer, on va pouvoir avoir une coloration syntaxique intégrée directement, etc. etc. Donc qu'est-ce qu'on voit là? On voit ici étoile NG4. Donc ça, c'est une directive. Les directives existent toujours dans Angular 2. C'est une directive fournie par Angular 2. Cette particularité, c'est qu'elle touche au DOM de façon structurelle. C'est-à-dire qu'elle permet d'ajouter ou d'enlever des nodes. Donc là, c'est un for, c'est le ng repeat qu'on avait dans Angular 1.
Associé à ng4, on a ici #todo qui déclare une variable locale. Et la syntaxe que vous voyez ici, crochet parenthèse, qui s'appelle la banane dans une boîte, c'est comme ça qu'il l'appelle, banana in a box. C'est ce qui permet de faire le two-way data binding qu'on connaissait dans Angular 1. Et on garde toujours le système d'évaluation des expressions, d'interpolation, qui permet d'afficher de façon assez, entre guillemets, naturelle des expressions. Et là, comme je vous l'expliquais, on déclare une input, c'est-à-dire qu'on déclare notre liste de to-do qui est utilisée ici. C'est une syntaxe qui est simplifiée, agréable, et qui s'y passe très bien dans les navigateurs. Parce que souvent on se pose la question, mais comment ce genre de choses peut passer dans un navigateur, ou même ça. Ça fonctionne. Les navigateurs acceptent, ça respecte les principes W3C. Alors ici, ce n'est pas fait pour être lu, c'est juste pour vous le présenter rapidement. La cheat sheet du templating et binding de Angular 2. Vous allez voir, c'est assez simple, ça se lit très facilement et on s'y réfère très naturellement, c'est très pratique et finalement on ne passe pas des heures à chercher à comprendre le pourquoi du comment, ça se fait bien. L'injection hiérarchique de services. Alors là aussi on a une petite nouveauté, puisque tout est composant, tout est structuré sous forme d'un arbre, il en va de même pour les services. Typiquement, j'ai un composant to-do section qui contient une to-do list qui lui-même contient deux to-do. Je peux injecter au niveau de mon to-do section un service qui s'appelle to-do service, et ce service sera disponible à tous les enfants de to-do section. Et ça se traduit ainsi d'un point de vue code. Là, j'ai mon to-do section, j'indique dans le décorateur providers, je lui passe un tableau de services, et ensuite, lui peut l'utiliser ou pas, mais surtout ses enfants peuvent l'utiliser. Ça veut dire qu'on peut choisir vraiment le niveau de globalité de nos services. Le scope, en fait, des services. Donc, là, on voit, là, on voit ce que moi, je considère comme une des plus grosses contraintes d'Angular 2, ce que je trouve assez peu confortable. Quand vous avez des composants qui ont des composants enfants, vous êtes obligé de les déclarer partout. Voilà. Là, par exemple, j'ai mon composant to-do app qui utilise une to-do list et une to-do form. Donc je les écris là, très bien, jusqu'ici tout va bien. Mais je suis obligé de redéclarer ici les classes associées, to-do list et to-do form. Sachant que ça ne vient pas de nulle part, j'ai oublié de le mettre ici, mais en plus il faut que je les importe. Donc ça veut dire que pour utiliser to-do list, je suis obligé de le mettre là, là et là. Bon. Je vous avoue que je trouve ça un petit peu lourdingue, j'ose espérer qu'ils vont trouver une solution ou qu'éventuellement des IDE feront quelque chose pour nous. Cette partie-là, je vais passer assez vite parce que c'est un sujet d'une heure à part entière qui est absolument passionnant. C'est la synchronicité par les observables. Donc jusqu'ici, on avait les promesses. Je ne sais pas pour vous, moi, comme beaucoup de gens, je pense, j'ai découvert les promesses avec Angular 1. Et j'en suis tombé amoureux, c'est super pratique, c'est génial, on fait plein de choses. Bon, bah, dans Angular 2, ça disparaît. Alors, on peut toujours s'en servir, c'est pas interdit, il n'y a aucun souci. Mais ils sont sur un modèle qui est différent, qui est le modèle du pattern observer, que j'ai reproduit ici pour le rappeler rapidement. Donc qu'est-ce qu'on a? En fait, on a un élément qui est observable, le sujet, qui va recevoir des observeurs qui seront notifiés par l'objet, tout simplement. Voilà, c'est un des patterns les plus simples qu'on apprend en premier quand on fait du développement objet. Et donc, ça va être utilisé via RxJS, qui est une librairie JavaScript qui est indépendante de Angular, mais que Angular intègre, qui permet de créer des observables. Alors là, vous avez un exemple ultra simple, mais réel. Ici, je crée un observable. Cet observable, je lui donne une fonction qui recevra un observeur. Cet observeur va être notifié à chaque fois que j'en ai besoin avec onNext. Il sera notifié quand l'opération est finie avec complete. Et ici, il va retourner, va être retourné ici la terminaison
de mon observable, c'est-à-dire les nettoyages des ressources s'il y a besoin d'y en avoir. Tel que créé ainsi, l'observable est dit froid, cold. Il ne fait rien. Il ne commencera à vivre réellement à partir du moment où on s'abonne à lui. Donc c'est le cas ici. Donc mon observable s'appelle source. Je m'enregistre, du moins je m'abonne aux événements qui vont arriver dessus en lui passant 3 fonctions. La première pour le onNext, la deuxième pour le onError et la troisième pour le onCompleted, qui fait que je vais pouvoir recevoir un flux de données via des observables. Alors concrètement, dans Angular 2, comment ça se passe? Ça se passe avec HTTP. Donc ici, HTTP GET retourne un observable. Et ce qui est intéressant avec les observables, c'est qu'ils peuvent prendre des opérateurs. Alors là, on est complètement dans la programmation fonctionnelle. Donc typiquement, ce qui va se passer, c'est que là, on associe l'opérateur map, qui fait qu'à chaque fois qu'une nouvelle donnée arrive, ça passe dans le map. Le map, donc, reçoit une fonction qui est traitée ici. Donc là, c'est extract data. On vérifie le statut, on fait des modifications, etc., etc. Et en plus, on peut gérer les erreurs avec un simple catch. Alors Angular 2, où, quand, comment, la grande question. J'ai pu discuter hier avec un des core contributeurs à un autre meet-up qui m'a donné la réponse que je craignais un petit peu. Quand ce sera prêt. Actuellement, ils en sont à la bêta 17 ou 18. Je crois qu'ils sortent la 17 ou la 18 aujourd'hui ou demain. Comme vous le voyez, la release candidate est à 54%. La finale est à 0%. Donc c'est très simple, quand on arrivera au bout, on commencera à pousser de ce côté-là. Le core contributeur que j'ai rencontré hier, je lui ai demandé, à ton avis, quand est-ce que ça sort? Il m'a dit, la dernière fois que j'ai donné mon avis sur le sujet, je me suis trompé, j'avais annoncé avril. Bon. Il semblerait pour lui qu'il y ait une chance pour que ce soit prêt pour la fin de l'année. Il faut savoir que Angular 2 est utilisé aujourd'hui en production sur certains sites de Google, typiquement Google Fiber. Ils font de la fibre optique aux États-Unis. Ce site-là est fait en Angular 2 et est en production. Voilà. Donc maintenant, si vous avez des questions. Tout à l'heure, quand vous avez déclaré votre premier composant, au niveau de la to-do list, vous avez dit que justement en entrée, vous mettiez la notation, c'était avec des crochets. Des crochets, oui, pour le binding. C'est du binding unidirectionnel. Voilà, c'est ça. Exactement. Là, c'était du binding unidirectionnel et la syntaxe en banane, c'est du two-way. C'est du two-way bindings, exactement. Ouais. Banane dans la boîte. Pas de questions? Bon, ça veut dire que j'ai été clair, ou alors inversement, vous avez j'ai raconté n'importe quoi. La question qui se pose pour moi, c'est quand est-ce que ça sera opérationnel? Concrètement, c'est opérationnel aujourd'hui. Dans le sens où, alors, est-ce qu'on peut le mettre en production si on est joueur? Oui. Après, est-ce qu'on peut jouer avec aujourd'hui? Oui, complètement, puisque Ahmed va nous le prouver. Il va nous montrer qu'on peut très bien aujourd'hui faire du Angular 2. Moi-même, j'en fais. Le site angular.io qui contient donc la doc est plutôt bien fait, je trouve. Il y a donc 2 tutoriels qui sont un très basique, un peu plus avancé. Et le plus avancé permet de rentrer dans les concepts très progressivement, de façon très agréable. Et ensuite, ils ont toute une partie purement développement pour les développeurs et qui est très bien faite aussi, où tous les choix sont expliqués, tous les risques sont expliqués aussi, la volonté qui est derrière, donc c'est très très bien. Ce qui manque peut-être, mais qu'on trouve ailleurs de toute façon, c'est vraiment la mécanique interne. Je pensais typiquement aux observables que j'ai découvert par d'autres développeurs qui ne sont pas forcément affiliés à Google, et c'est très très intéressant. On voit vraiment qu'il y a une recherche pour trouver des nouvelles solutions, tant en termes de perf, que de dev, que de productivité. Ça évolue de façon très intéressante. Juste pour répondre à ta question sur est-ce qu'on peut mettre en prod ou pas, le seul problème qui est aujourd'hui avec problème, mais un problématique, parce que ce qui vient aujourd'hui, c'est que le fichier produit par TS, compilé en JS, on n'a pas des bons compilateurs de fichiers. On ne peut pas les minifier ces fichiers-là. En fait, si on les passe sur des modificateurs de plus aujourd'hui,
l'application Angular. Moi j'ai déjà essayé une, ça n'a pas marché. Sur tous les forums, si tu cherches, tu vas trouver que le seul problème c'est les fichiers JS qui étaient produits par TLS. Le seul problème qu'on a dans c'est normal, Angular 2 ça fait presque que les bêtas qui sortent, ça fait moins d'un an. Je pense que derrière on aura dans le premier temps Google qui ne peut pas le gérer, Graph qui ne peut pas gérer Angular 2, etc. Le jour d'aujourd'hui, il y a totalement des projets qui peuvent lancer avec Graph et Google pour Angular 2. Donc c'est une question de temps. Mais si vous voulez prendre un peu de risque et remettre une application en JS comme c'est produit aujourd'hui en prod, il n'y a pas de problème. Comme il a dit, aux États-Unis, à chaque fois, la semaine dernière, il y a une boîte qui a migré toute une partie de son système de gestion du personnel sur Angular 2. Ça fait presque 6 mois qu'ils bossent là-dessus et ils l'ont mis en prod la semaine dernière. Alors, C'est un petit risque, mais ils le prennent. de manière générale, moi, ce que j'ai constaté, un très gros engouement aux États-Unis autour d'Angular 2. Ils ont même une radio sur YouTube qui s'appelle Angular Air, c'est vous dire à quel point ils sont dans le truc. En France, par contre, j'ai vraiment le sentiment que les gens ont du mal à être convaincus, sont très angoissés par TypeScript, sont très angoissés par tous les changements induits. Donc, moi, j'espère que ça va se développer, que les gens vont avoir moins peur, parce que je pense qu'il y a un énorme potentiel derrière, que ça ressemble vraiment au futur. Google, c'est pas n'importe qui, ils cherchent vraiment à pousser les choses très très loin. Donc, j'espère que très vite les choses vont s'ouvrir un peu en France. Oui? Sur un peu, vous avez parlé de Angular 2 gère le back-end aussi à un moment donné. Oui. Alors, c'est à plusieurs niveaux, à plusieurs aspects. Le core contributeur que j'ai rencontré hier, lui, travaille sur ce qui s'appelle Angular Universal. L'idée, c'est de prendre son application web qu'on a, qui tourne sur le navigateur, etc., de la lancer sur le serveur, qui va s'occuper de faire le rendu. Ce rendu va être envoyé, donc le HTML va être envoyé au navigateur, avec un petit bout de JavaScript, qui va enregistrer les actions de l'utilisateur le temps que le reste de l'application arrive. Et quand l'application est arrivée, ça va rejouer les actions faites par l'utilisateur et donner un sentiment de réactivité maximal. Donc ça, c'est une des choses possibles côté serveur. Mais il n'y a pas que ça. La semaine dernière, le blog d'Angular 2 a annoncé un rapprochement direct avec Meteor. Je ne sais pas si vous connaissez tous. Non. Alors Meteor, c'est un framework qui cherche à unifier totalement le développement front et back. Moi je dirais plus une grande plateforme. Voilà. C'est plus qu'un framework. Angular 2, on espère qu'il récupère plus tard. Alors, d'où ce que me dit. Par rapport à Meteor. Voilà. D'où le fait que je disais qu'ils cherchent à faire d'Angular 2 non pas juste un framework comme Angular 1, mais véritablement une plateforme. Voilà. Donc, il y a, ce côté back, il y a cette idée-là aussi. Ils ont prévu aussi, alors là on n'est plus seulement dans le back, mais on est sur le mobile typiquement, il y a des démos qui ont été faites d'interception du rendu en fait. Il y a quelqu'un par exemple qui a pris Angular 2 et qui a dit voilà, au lieu que ce soit le navigateur qui fasse le rendu des éléments HTML, etc., c'est moi qui le fais. Il capte, il intercepte et il refait le rendu. Alors là en l'occurrence il avait tout refait en SVG. Bon, c'était un arbre de SVG de texte. Mais voilà, l'idée aussi, c'est que Angular permet d'être vraiment intercepté pour qu'on puisse le manipuler, en faire ce qu'on veut. Je pense que... Pas d'autres questions? Si? Ouais, moi j'ai une question concernant TypeScript et ECMAScript 6 ou bien 5. Moi j'ai lu des articles ou des bouquins, donc il y a certains qui disent il faut utiliser TypeScript pour coder en Angular, et il y a d'autres qui disent on peut passer directement par le moteur 5. Ils sont là-dessus, Google, ils sont très très drôles. Ils sont très très drôles Google là-dessus, parce que quand ils ont sur leur site, en fait, quand on va sur leur site, ils présentent tout en TypeScript, mais il y a un petit onglet où on peut choisir JavaScript ou Dart. Bon, il se trouve que leur documentation de JavaScript et Dart n'est pas super complète. On peut complètement faire du JavaScript, donc de l'ES5, de l'ES6, pour Angular 2. Techniquement, il n'y a rien d'impossible.
Maintenant, quand on regarde comment c'est fait, on est obligé d'augmenter la taille du code par je ne sais combien parce que les décorateurs, par exemple, c'est un système interne et puis il faut raccrocher avec des ci, des ça, enfin ça devient très compliqué. Oui, on peut le faire. Je ne pense pas que la charge de travail en vaille le coup. Pas recommandé par Google, c'est ça? Ah, de toute façon, c'est pas recommandé par Google, non. Non, non, Google, eux, ils poussent sur TypeScript et tout est fait là-dessus. Oui. Bon, à toi? De toute façon, si on voit le rendu du GS qui est derrière, c'est pas... Moi je préfère TypeScript. Je fais des GS toute la journée, mais du moment que je touche à TypeScript, ça change. Une dernière question. Ouais, vas-y, vas-y. Est-ce qu'on peut, peut-être un jour, peut-être fin de l'année, utiliser Angular et React ensemble? Ça peut déjà se faire. C'est pas incompatible. Après, c'est des bonnes pratiques. Ça dépend comment on veut le faire. Attends, je vais te laisser la place, je vais l'enlever. Je peux avoir un verre d'eau, quelque chose. Jus de fruits. Jus de fruits si tu veux. Ouais. Merci. Bonsoir à tous. Je suis Mohamed, je suis un développeur. Excuse-moi. Développeur chez Vizel. Je suis un développeur chez Vizel depuis presque 3 ans. J'ai commencé depuis un petit temps sur 2 ans pratiquement sur Java avant d'y arriver. Et là depuis pratiquement 2 ans et demi, je suis sur Node.js. Chez Groupama aujourd'hui, on travaille sur des projets de web app, des applications qui marchent exclusivement sur du tableau, avec l'Angular et l'AMU. Qui est pas plus fort. On a intégré IndexDB. Parle plus fort, je n'entends pas. Bon voilà. Aujourd'hui, je voulais vous présenter une petite démarche que j'ai aimé déjà dans un meetup que j'ai bien présenté. Comment faire un petit passage entre Angular 1 et Angular 2. La plupart du temps, les gens ils disent bon, on passe sur Angular 2, on abandonne tout ce qu'il y en a sur Angular 1 et on recode tout. Ça c'est vrai, c'est pas vrai. On peut reprendre des parties de code qui existaient déjà, les intégrer directement. L'avantage aussi au niveau des views, on ne va pas vous changer grand chose. Sauf qu'il y a un gRPI qui va les enlever, il y a un gmodel, ça n'existait plus, etc. Donc c'est juste une notation qu'il faut changer. Bon après c'est un peu compliqué si on a des grandes vues, il faut manipuler, etc. Mais au niveau de JS, TypeScript peut reprendre ce qui